Bonjour et bienvenue dans ce 97e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le 8 novembre 2023, je vérifie pour voir si on est bien à la bonne date. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peugnier et de plein d'autres amis sur Teams, comme je le dis à chaque fois. Pour ceux qui veulent être prévenus, nous enregistrons un épisode à peu près une fois par mois, donc venez simplement vous inscrire sur devapps.ms. Vous avez une petite rubrique pour vous inscrire aux sessions et vous recevez juste un email de temps en temps, donc une fois par mois, juste pour vous donner la date et l'heure précise de l'enregistrement. Alors aujourd'hui, nous recevons Alibek Jakubov, si je prononce bien ton nom, c'est juste ? Tout à fait correct. Voilà. Tu es Microsoft MVP en intelligence artificielle et depuis peu, tu travailles pour Selensa, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Ouais, en tant que consultant Smart Business. Ouais. Et doctorant, actuellement, c'est ça, hein ? Doctorant, oui, en dernière année, je passe bientôt ma soutenance, on croise les doigts. Ah, cool. Bon, on croise les doigts pour toi aussi. C'est prévu dans combien de temps ? 3 semaines. Oh, ah ouais, c'est bientôt. Ouais. Et tu vas venir nous parler de ça alors. Tu vas venir nous parler en gros de ce que tu fais dans ta thèse et de l'IA et de tout ce qui tourne autour, c'est ça ? Ouais. Présente-toi peut-être très rapidement, enfin tu viens déjà de le dire, mais ce que tu fais peut-être en plus, ou est-ce que tu utilises l'IA au quotidien ? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça dans ton travail ? Voilà, merci déjà pour l'introduction. Comme tu as dit, donc Alibek Jakubov, je suis MVP en IA depuis 2019. Là, je suis passionné de tout le domaine, mais principalement de tout ce qui concerne le traitement du langage naturel et aussi en partie le computer vision. Donc, et mon rôle en tant que consultant consiste surtout à faciliter l'intégration de l'IA dans des projets, dans le processus métier, pour que ça soit bien sécurisé, bien adapté à l'usage au quotidien, etc., etc. Donc, voilà, c'est principalement ça. Sympa. Et il y a beaucoup de clients qui demandent, oui, de plus en plus, je suppose, à intégrer des processus. Surtout maintenant, surtout maintenant. Ok, écoute, on va te laisser la parole, peut-être partager ton écran et comme ça tu vas pouvoir nous présenter un petit peu tout ça en détail, de manière technique. Et comme je le dis à chaque fois, Christophe, moi, les autres, Adrien aussi dans le chat qui est là, on va pouvoir vous poser des questions, te poser des questions. Super, merci beaucoup. Déjà, donc pour introduire un peu le sujet, parce qu'on a bien réfléchi de quoi on va parler, et comme tout le monde aujourd'hui parle de l'IA générative, on a cherché plutôt un sujet insolite et surtout le sujet qui nous tient à cœur, et moi principalement parce que c'est le sujet de ma recherche, de mon doctorat. Et c'est pour ça que j'ai proposé de vous présenter faire un petit démo en fait de quelques résultats de ma recherche doctorale. Donc je partage mon écran et vous me dites si vous voyez bien. En gros, le sujet de mon doctorat, ça s'appelle Deceptive Opinion Spam. Mais déjà, pour comprendre ce que ça veut dire l'opinion spam, en gros, si on vulgarise un peu, il existe 2 types de spam. En fait, il y a le spam, ce qu'on appelle en anglais Disruptive Opinion Spam, un spam perturbateur. C'est le spam qui est assez facile. C'est drôle parce qu'on a eu aussi la discussion tout à l'heure par rapport au spam dans l'Outlook. Alors oui, donc ça rentre dans la catégorie spam classique. C'est assez facilement détectable par l'homme. Tous ces patterns, toutes ces caractéristiques dans le spam classique, quand on vous propose des services frauduleux, des fois c'est de l'autopromotion, etc. Et ce type de spam, il est relativement bien étudié, donc il existe plein de modèles, plein de classificateurs, etc., qui correctent plus ou moins bien le spam. Vous pouvez voir quand vous utilisez votre messagerie personnelle, Outlook ou Gmail, peu importe. Et il existe un autre type de spam qui s'appelle Deceptive Opinion Spam, ou le spam trompeur. Ça concerne les opinions trompeuses qui ont été postulées généralement sur Internet. D'habitude, ce sont des sites e-commerce de type Amazon, Yelp, TripAdvisor, Booking.com, etc. Là, on laisse notre avis sur tel ou tel service. Et des fois, ça arrive que
ou Oui. les propres salariés qui font leur propre spam pour la propre entreprise. C'est tout à fait ça. C'est le prochain slide et on va en parler plus en détail. Et du coup, c'est tout le spam qui concerne l'expression de de son avis. Comment est-ce qu'on s'exprime? Et des fois, les sociétés, ils payent soit leurs salariés, soit des bots. On dit des bots, mais ce sont des vrais gens qui postulent des faux avis sur tel ou tel produit. Et ça peut être positif et négatif également. Parce que des fois, on paie aux gens pour rédiger un avis négatif sur nos concurrents. Et ça arrive également. Donc voilà, c'est exactement ça le sujet de ma recherche. En fait, si on est capable, avec l'intelligence artificielle, mais surtout en se basant purement sur le texte, de savoir s'il y a de ce type de spam ou pas. En fait, s'il y a du mensonge, en fait, à vrai dire, c'est le but de ma recherche, c'est de savoir détecter le mensonge, mais sans utiliser, tu vois, les paramètres physio-psychologiques, etc. Donc, parce qu'on n'a pas de moyen en fait de voir est-ce qu'il y a des traces physiologiques du mensonge. Parce que Mais des si on, experts du mensonge vont vous dire que ouais, donc il y a plein des gestes, des signes non-verbaux qui vous permettent de détecter le mensonge, alors que nous, on n'a que le texte. ouais, et quand on prend du recul, mais c'est extrêmement difficile. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, et c'est Nous qui déjà, rend. on a notre pifomètre avec un texte en se disant, enfin c'est un peu trop gros et encore, c'est difficile même pour nous. Regarde sur Amazon, c'est pas évident de trouver qui ment pas. Ah bah voilà, c'est ça, t'as bien compris en fait, c'est exactement ça le sujet Mais alors de une ma IA, recherche. ah mais franchement chapeau. Ah bah après il Après y encore, a. j'ai pas encore vu ta démo, hein, mais l'idée elle est puissante, hein. Oui, merci, c'est gentil. En fait, c'est justement ça. En fait, quand tu es doctorant, c'est pas garanti que tu vas trouver vraiment l'algorithme qui fait le miracle. En fait, c'est surtout ton esprit de chercheur. Tu as Non mais trouvé. tu as raison, on t'as- parle bien de chercheurs, on parle pas de trouveur non Exactement, plus, hein. c'est ça, ouais. Parce que tu sais des différents approches. Et si ça marche pas, par exemple, c'est pas un mauvais résultat. C'est juste que tu as trouvé une autre façon qui ne marche pas et tu vas bien l'expliquer. Et pour le futur chercheur qui vont se baser sur les résultats de ta recherche, pour dire, ouais, donc il y a déjà les chercheurs qui ont testé cette approche-là, ça marche pas, on va tester une autre approche, etc. Donc c'est un cercle vertueux, tu vois, de la recherche, de l'application des différentes méthodes. Mais déjà, il existe une définition scientifique de cette opinion spam. C'est tout le texte fictif qui a été délibérément écrit pour paraître authentique afin de tromper le lecteur. Et comme ce type de spam avait pour but justement de tromper le lecteur, c'est assez difficile de reconnaître ce genre de spam. Et c'est ça qui rend cette recherche plus intéressante et plus difficile en même temps. Et bah, justement, comme tu as dit, tout à l'heure, en fait, il existe des cas réels, en fait, comme par exemple la société Belkin qui avait payé ses propres employés pour rédiger des avis positifs, sur leurs produits. Et c'était vraiment un cas, assez scandaleux, parce qu'il y avait même un article, dans le New York Times qui parlait de ça. Et à l'époque, on disait qu'il y a aucun moyen de suivre, en fait, ça, sauf si on essaie d'analyser les logs d'utilisateurs, et cetera. Mais cependant, si on essaie d'analyser plus en détail ce genre de spam, déjà, pour vous donner un exemple, en fait, là, je vous laisse deviner, Denis et Christophe et nos spectateurs, est-ce que vous savez dans quoi, en fait, de dire, lequel des deux est frauduleux ou véridique? Moi, je dirais Allez-y, je déjà vous qu'à laisse. droite, le mot beautiful est en majuscule avec des points d'exclamation doublés. Ça me met, j'ai pas encore lu, mais déjà, ça me met un peu dans le doute. Et je dirais à gauche, après, c'est peut-être, je compte pas les mots, mais à première vue, le mec qui écrit à gauche, il met moins de baratin déjà, de loin, Il y a parce trop qu'il y de a moins de détails à caractères. droite. Ouais, C'est c'est peut-être beaucoup plus plus précis dans sur la le. droite. Ouais. Il y a plus de détails. À droite, tu as le nom de l'hôtel, tu as le Et Beautiful souvent, en gras. C'est on plus dit que quand expressif à quelqu'un il droite. ment, il met trop de détails dans ce qu'il raconte face à nous. Quelqu'un qui nous raconte trop de choses, il va dans un détail qui sont faux. Enfin, plus il parle, plus ça semble faux. Tu as de Christophe, je l'expérience pense que là-dedans, tu toi, devrais peut-être Christophe? introspecter Ouais, parce que alors. je suis un gros menteur, je suis un C'est mytho. ça, hein? Tu connais tous les trucs?
Ouais, moi je dirais la droite aussi. Franchement, Ouais. bravo Christophe, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Et on peut voir justement, c'est que il y a cette notion d'exagération dans les commentaires. Et là, quand je commençais à étudier le domaine, je me suis dit que c'est peut-être aussi ça c'est peut-être aussi ça comment dire, une caractéristique importante d'analyser en fait ce niveau d'exagération dans les commentaires, de savoir est-ce que il est trop positif pour être vrai ou trop négatif, etc. Et j'avais même publié un article sur le site de Microsoft en utilisant des services cognitifs. En fait, si on essaie de colorer les commentaires, comment est-ce qu'on pourra voir dans quoi en fait est-ce qu'il y a une exagération ou pas. Alors, je pourrais vous montrer, en fait, c'est pas dans la présentation, mais c'est sur le site de Azure DevBlog, il peut y avoir en fait la référence. Et du coup, les chercheurs, ils sont basés sur l'approche similaire, en fait, c'est d'analyser les mots, c'est d'analyser les patterns d'expression, etc. Donc, chaque chercheur, si vous voyez, il a contribué de sa façon à la recherche. Et comme je vous ai dit, en fait, c'est relativement peu étudié le domaine, donc il n'y en a pas énormément de recherches dans ce domaine. Mais il y en a un certain nombre. Et j'ai choisi, en fait, les recherches les plus importantes qui ont impacté le plus le domaine. Et par exemple, Hott, sa contribution, il est énorme parce qu'il a construit un benchmark. En gros, dans sa recherche, parce qu'il faisait la recherche avec son laboratoire, ils ont payé aux utilisateurs pour rédiger des commentaires positifs ou négatifs sur tel ou tel hôtel. Et du coup, l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'était justement, ça a été pris de sa recherche. Et il avait payé lui-même, c'est comme ça qu'il était sûr que ce sont les commentaires payés parce que c'est lui qui avait payé aux utilisateurs. Donc il a construit tout benchmark et du coup tous les chercheurs, ils se basent sur son benchmark pour évaluer sa recherche. Et puis il y avait aussi d'autres chercheurs qui ont essayé surtout d'appliquer des méthodes de classification différentes, peut-être aussi de construire leurs caractéristiques, etc. Parce que nous, là, on parle vraiment de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas vraiment l'algorithme de classification qui nous intéresse ici, c'est surtout l'extraction des caractéristiques. Parce que, si vous savez, dans le domaine de l'IA, donc il y a le sous-domaine de classification et encore un petit sous-domaine de classification de texte. Et quand on parle de classification de texte, assez souvent, on a deux choses. Donc, on a notre classificateur, donc je sais pas, en réseau de neurones, en SVM, une arbre de décision, etc. Et on a aussi notre vectorizer. En fait, l'extraction de caractéristiques, en fait, c'est la façon dont on numérise le texte. Et si on parle des images, par exemple, là, c'est un peu plus facile parce que l'image, il y a déjà plein d'informations numériques dans le contenu de l'image. En fait, chaque pixel est là, les trois valeurs déjà, les couleurs, en fait, RGB. Il y a aussi la position de pixels. Donc, déjà, on peut représenter une image sous forme d'un vecteur. Alors que le texte, pour représenter sous forme d'un vecteur, il n'existe pas une méthode universelle. À l'époque, jusque 2013, ça se basait beaucoup sur la statistique et les algorithmes de genre Bag of Words, TF-IDF, etc. En fait, c'est les algorithmes qui avaient pour but de calculer le nombre de répétitions, de reconstruire un vocabulaire à partir de chaque texte. Et puis voilà, donc essayer de convertir le texte en vecteur. Puis en 2013, il y avait Google Search qui avait sorti une nouvelle approche des embeddings et l'algorithme qui s'appelait Word2Vec qui disait que peut-être on pourra entraîner en avance notre moteur des embeddings pour capter la relation sémantique entre les mots. Et puis de 2013 jusqu'à 2018, c'était plus ou moins en fait les dérivés de Word2Vec, en fait de Glove, de Word2Vec, etc. Alors qu'en 2018, encore Google Search qui avait sorti un nouveau modèle BERT qui se basait sur l'architecture de Transformer et qui prenait aussi en considération le contexte bidirectionnel. C'est-à-dire que par exemple, si on prend un exemple des homonymes, en fait des mots qui ont la signification différente en se basant sur le contexte, il y a un gros avantage de modèle de type BERT parce que ça permet justement de donner des poids différents. Par exemple, I run a company, run a marathon. Du coup, le mot run, il a une signification différente. Et
et logiquement, ça devrait avoir aussi le poids, en fait, le vecteur différent associé avec ce mot. Et c'est pour cela que, par exemple, Barsiver, donc à droite, il avait appliqué cette méthode pour analyser le mensonge. Et puis, donc, ils ont comparé leurs recherches, toujours en utilisant le même benchmark, et on voyait que, par exemple, avec le modèle BERT, il y avait quand même donc pas mal de succès. En fait, c'est 93% de réussite. C'est plutôt pas mal, sachant qu'on avait essayé aussi avec des vrais contre l'humain déjà, il dépasse largement parce que l'homme, il avait les opérateurs humains, il avait plutôt en taux de réussite autour de 50%. C'est minable en fait par rapport à ce que l'IA était capable de faire en fait pour analyser le mensonge. Et Cependant, ces ouais, aspects-là, au niveau détection de mensonges, des fraudes là-dedans, c'est pas aussi dépendant de l'aspect culturel des choses? Je veux dire, et ben voilà. Et là, on revient déjà aux problématiques, à la vraie problématique. Et surtout, et là, on peut critiquer les approches qui ont été appliquées parce que on ne peut pas savoir en fait le background en fait des gens qui ont rédigé tel ou tel comment dire, tel ou tel avis. Parce que ils ont tous utilisé le même, parce qu'il y en a pas beaucoup, les jeux d'apprentissage. Donc mmh il y a que Hot, il y a le que dataset qui est construit par Hot. Parce qu'on peut, par exemple, aller scraper, tous les commentaires sur Amazon, on peut jamais être sûr si c'était Ouais. vraiment un avis frauduleux ou pas. Ouais, il faut vraiment les construire à la base, quoi. C'est ça exactement et comme c'est une procédure hyper chère, donc la plupart des chercheurs, ils se basent principalement sur le benchmark de Hot. En gros, cette base, elle est pas énorme non plus, en fait. Il y a 1 600 commentaires au total, Mmh mais qui sont parfaitement classifiés, on peut dire comme ça. Mais après, la question se pose, est-ce que c'est peut-être aussi cet aspect culturel qui avait impacté aussi le résultat de recherche? Et justement, il y avait d'autres chercheurs qui ont essayé d'analyser les mêmes approches, mais ils ont construit leur propre dataset, mais en changeant du domaine, en changeant de la polarité des sentiments. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a certains chercheurs qui ont essayé, en fait, pour on peut challenger l'approche de Hott et compagnie, en fait, et Barsiver et Vogler, etc. Ils ont essayé d'entraîner avec leur méthode le modèle sur les commentaires positifs et puis les tester sur les commentaires négatifs et puis voir comment ça marche. Et du coup, le modèle, il ne marchait plus. mh. Et non seulement ça, en fait, ils ont essayé de changer du domaine. En fait, il y a certains chercheurs qui ont généré eux-mêmes, en fait, le Deceptive Dataset, mais avec, le domaine de l'hôtel, donc là, on parlait du domaine de l'hôtellerie principalement et puis donc, les autres chercheurs, ils ont créé les datasets, médicaux. En fait, tu as un review pour ton médecin généraliste, tu peux laisser un review, en disant que c'était plutôt positif ou négatif. Ils ont essayé aussi le domaine de restauration et quand on applique notre modèle, sur, ce domaine-là, alors ça marche plus. Mais comment est-ce qu'on peut garantir dans le futur que c'est vraiment, c'est ce que notre modèle, il a tous les domaines nécessaires? Parce que le processus, il peut paraître un peu costaud en termes de ressources nécessaires pour générer le jeu d'apprentissage suffisamment riche en termes de domaine pour pouvoir te dire: «Ouais, donc là, on parle de l'hôtellerie, donc voilà, c'est plutôt ça». Donc Il y a le domaine dont tu parles, donc oui, médecine, hôtellerie, enfin, mais je me dis aussi, il doit y avoir une complexité supplémentaire. Moi, quand je parlais par exemple de l'aspect culturel, bon, ça ouais, peut être la langue. On peut dire quelqu'un qui rédige, un anglophone va rédiger un descriptif, ou il va tout à certainement fait. pas l'utiliser les mêmes formulations qu'un francophone, mais même un anglophone, un américain, va probablement utiliser une manière d'écrire qui sera complètement différente d'un anglais londonien, par exemple. Et donc je sais Après, pas un comment. Américain, par défaut, il ment. Donc, à partir de là, il est toujours content, mais tout va bien, mon gars. T'es un super gars. Ouais. Bah, déjà, Non, mais tu voilà, sais oui, qu'il ment. il y a cet aspect culturel-là où effectivement, ils ont probablement une sensibilité, une manière de présenter les choses qui est peut-être moins brusque ou moins dure que d'autres cultures, voilà. Et je ne sais pas Exactement. comment on peut tenir compte de ça ou comment un système d'IA peut tenir compte de ce genre de paramètres. C'est tout à fait ça, oui, exactement. C'est parce qu'il y a aussi, cet aspect en fait, culturel justement. Si on hésite des fois, si on hésite de critiquer, Mmh. brutalement en fait tel ou tel produit, même si on n'est pas content, Ouais. parce que juste par politesse, on essaie de quand même,
de rester objectif. Et du coup, Ouais, c'est c'était ça aussi, parce que j'avais testé plusieurs approches lors de mon doctorat. Et le but, c'était plutôt ça. C'est au lieu de se baser sur le jeu d'apprentissage qui peut avoir des billets culturels, des billets, je sais pas, de certains préjudices, en fait, il y a plein d'aspects, en fait, qui sont vraiment incrustés dans le jeu d'apprentissage, parce que bah, ça porte quand même, en fait, le discours, en fait, ça porte aussi le background culturel de celui qui a rédigé. Et du coup, au lieu d'avoir en fait l'approche classique, c'était d'utiliser un jeu d'apprentissage, puis le passer à l'entraînement, et puis voilà, construire un moteur qui dit véridique ou frauduleux. Alors ça, je me suis dit que c'était peut-être faux, et c'est peut-être aller voir en fait l'ensemble des commentaires à chaque fois. En gros, ne pas se baser sur le jeu d'apprentissage, mais surtout voir l'ensemble des commentaires et puis parmi les commentaires, de voir les commentaires qui paraissent un peu bizarres par rapport aux autres. Par exemple, je prends, je prends un produit, qui reçoit beaucoup de critiques mais on voit quand même que, des fois, il y a une petite, quantité des commentaires qui sont ultra positifs en disant: «Ah j'adore, c'est le meilleur produit du monde» et cetera. Mhm. Et là, ça peut poser déjà ça peut nous donner déjà des doutes en fait, sur la véracité de tel ou tel, commentaire. Mais non seulement ça, en fait, bah, là, d'abord, j'avais testé ça et finalement, je me suis dit que c'est peut-être pas la meilleure approche parce qu'il se peut qu'il y a aussi en gros, il y a pas de pré-entraînement et c'est quand même dommage de ne pas se servir de cette base, qui permet de voir, comment le mensonge a été exprimé et en plus, il se peut qu'il y a pas de commentaires négatifs, qu'il y a pas de commentaires, frauduleux. En fait, c'est tous les commentaires étaient véridiques, peut-être. Oui, et Alors que d'ailleurs, ouais, je te coupe, tu parlais de prendre effectivement, tous les avis. Moi, je fais pareil sur des sites, je vais regarder tous les avis, puis après je vais regarder les mauvais. Je regarde les biens parce que je veux un peu savoir, mais je regarde aussi les mauvais, sachant qu'il peut y avoir des faux mauvais. Donc je regarde un petit panel de reviews. Mais de toute façon, ça me fait penser à un truc du coup. Est-ce que du coup, on doit écarter ou pas les plus mauvais et les meilleurs dans ce choix-là? Mhm. Il y a 10 ans, donc il y a prescription. Je sais que Microsoft, quand il y avait des sondages, par défaut, les 5 étoiles et les 1 étoile, il est dégagé. Ça rentrait pas. Ou si c'était de 1 à 10, les 10, il est dégagé, les 1, il est dégagé. ouais, Donc il se concentrait sur un peu le milieu des stades de sondage qu'il recevait. ouais. Bah, voilà, c'est tout à fait ça et là, je me suis dit: «Mais déjà, bah, en tant que chercheur, bah, ce qui m'intéressait, c'est surtout de tester plusieurs approches différentes et surtout d'avoir cette procédure comment dire? De réutilisabilité de mes pipelines et bah et en plus parce que je suis MVP donc voilà, je me suis dit que c'est peut-être Azure Machine Learning, ça va être mon outil principal pour héberger, toutes mes expérimentations, pour, voilà, tester les approches différentes et je commençais déjà par répéter, en fait, ce que les autres chercheurs ils ont fait, bah, essayer, en fait, leurs approches, voir comment ça marchait et puis aller voir, tester mes propres approches, mes propres modèles à moi et c'était plutôt pratique en plus, parce que comme, en termes de réutilisabilité, je me suis beaucoup servi de pipeline graphique, en fait, avec le designer quand tu peux construire, il y avait des bouts de code qui sont construits sous forme de blocs graphiques que tu peux déposer, glisser, déposer sur ton Canva principal et comme ça te concentrer surtout sur l'aspect scientifique et pas vraiment, sur l'aspect, Aspect informatique, technique. développement et cetera. Oui, parce que, il peut y avoir des bugs en fait et là, quand des fois, tu as court de temps et tu as besoin de tester plusieurs approches, Mhm. il se peut que tu as eu un bug qui avait, impacté le résultat final et donc pour éviter ça, bien sûr que je me suis beaucoup servi de designer parce qu'il y avait des blocs parfaitement testés, graphiques que je pouvais, utiliser avec mes expérimentations et cetera. Mais en dehors de ça, je me suis dit: «C'est peut-être aussi il y a des services cognitifs qui peuvent me servir» parce que là, tout au début, Christophe, tu avais remarqué qu'il y a par exemple le mot beautiful qui était tout en majuscule et en plus, ça paraissait trop positif pour être vrai et là, je me suis dit pareil, bah, est-ce qu'on peut,
quantifier cet aspect, ce niveau d'exagération dans les commentaires. Parce que si on prend l'approche classique, même si par exemple on prend des modèles BERT ou même par exemple avec OpenAI, on peut également utiliser le modèle OpenAI, par exemple texte ADA 002 pour vectoriser notre texte. Et l'approche, ça va être un peu plus pareil comme BERT, mais sachant que juste BERT, il avait quelques millions de paramètres et OpenAI, il a quelques milliards de paramètres, donc c'est incomparable un peu la taille de ces deux modèles. Bien sûr que ça va être un peu différent, mais cependant, ça va pas nous permettre d'analyser cet aspect exagération si on procède d'une façon classique. Et là, je me suis dit, si j'utilise en fait les services cognitifs existants, et là, je vais vous montrer. Donc, c'était plutôt d'aller utiliser le service qui s'appelle, vous connaissez tous en fait les services cognitifs, il y en a plein. Il y a aussi le service qui permet d'analyser le texte, qui s'appelle Text Analytics API. Et ça analyse aussi les sentiments, mais non seulement ça analyse les sentiments, ça analyse aussi, ça donne aussi une note de pourcentage. Il dit à 0,09 négatif, 0,80 positif et 0,01 neutre, etc. Et là, je me suis dit, mais on a trois notes. En fait, on a une note de positivité, négativité et neutralité. Et ben, positif, négatif, neutre, ça me donne déjà trois valeurs. Et les trois valeurs, c'est quoi ça? C'est la couleur. Et je me suis dit, négatif, c'est rouge, c'est l'aspect rouge. Positif, c'est l'aspect vert. Et neutre, c'est bleu. Et du coup, avec les trois couleurs, je peux construire une couleur de mensonge. Ben, c'était pas la seule approche en fait parce que comme je vous ai dit en fait d'abord j'avais essayé le topic modeling, en fait j'avais essayé d'analyser l'ensemble des commentaires et puis extraire les deux thématiques en fait, une véridique et l'autre frauduleuse. Et après je me suis dit c'est peut-être pas suffisant, il faut que j'aille aussi chercher d'autres caractéristiques que je peux rajouter. Et du coup j'ai généré en fait les caractéristiques en se basant sur les sentiments. Et ce qui est intéressant, si vous voyez là, à gauche, vous avez les commentaires frauduleux et à droite, c'est commentaires véridiques. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que par exemple, là, le deceptive négatif, en fait, les commentaires négatifs, ils sont beaucoup plus rouges que les commentaires positifs. Et ça veut dire quoi? C'est logique, parce que si on n'est pas payé pour rédiger un commentaire négatif, on essaie de rester quand même dans les normes de politesse. On dit oui, c'était pas terrible, mais il y a quand même des points d'amélioration. Et je parle pas des cas extrêmes quand on est vraiment fâché et on veut, on est. Mais globalement, si on est insatisfait, on essaie quand même de rester plus, comment dire, plus humiliant en fait, d'aller chercher quand même des commentaires, des aspects positifs. Et on voit ça tout de suite en fait quand on voit les commentaires. J'ai toujours utilisé le même benchmark en fait, le Deceptive Opinion Spam de Hot. Et vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de pixels verts dans les commentaires, même si ce soit des négatifs, mais c'est parce que c'est vrai. Et c'est comme dans la vie, en fait, on ne peut pas être absolument rouge, absolument négatif, etc. Donc il y a toujours. Et pareil pour les commentaires positifs. Vous voyez, les commentaires déceptifs, positifs, ils sont beaucoup plus verts que les vrais commentaires. Parce que, C'est intéressant. pareil, quand on essaie de comment dire? Quand on est content de produit, on reste quand même dans les normes. On dit: «Ouais, c'était génial, mais voilà, il y a quelques points d'amélioration peut-être. Globalement, je suis satisfait». On dit pas: «J'adore le produit, il était le meilleur de tout le monde» et cetera. Et ça, on peut visuellement déjà identifier ces patterns. Mhm. C'est ça que je trouvais intéressant dans cette approche-là et ça me donnait des idées en fait d'aller encore, plus loin et peut-être, construire, un moteur en se basant sur les caractéristiques que j'ai pu extraire avec l'approche, d'avant en fait, le topic modeling, quand j'essaie de splitter les commentaires et il y a pas d'apprentissage dans ce cas-là, avant c'est l'apprentissage, supervisé et là dans l'approche de topic modeling, c'était l'apprentissage non supervisé. J'extrais certaines caractéristiques, j'ai rajouté aussi les caractéristiques de sentiment et j'ai aussi essayé d'extraire les caractéristiques stylométriques. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de style. C'est les mots non fonctionnels. En fait, il existe des mots fonctionnels de type verbe, adverbe, verbe, adverbe, adjectif, etc. Donc, ce sont les mots qui ont le sens. Et aussi, il existe des mots non fonctionnels.
c'est-à-dire les articles, par exemple, c'est un exemple des mots non fonctionnels. Et surtout, la façon dont on utilise les mots non fonctionnels, il ne change pas en fait tout au cours de la vie. Et globalement, c'est ça qui fait votre style. Et du coup, l'idée, c'était d'analyser aussi, de savoir s'il y a un style comment dire, style de monteur en fait, et s'il utilise des mots non fonctionnels de telle ou telle façon. Et en quoi c'est avantageux? Parce que des mots non fonctionnels, ils sont pas dépendants du domaine, du contexte, etc. Parce qu'il y a que les articles, voilà, que des petites particules de notre discours et qui n'ont pas de sens globalement. Mais la façon dont on utilise, c'est ça qui fait notre style. Et combiner tous ceux ensemble avec Azure Machine Learning, j'avais essayé quand même de tester plusieurs approches. Donc là, comme je vous ai dit, en fait, il y avait certains. Ce qui était bien en fait avec Azure Machine Learning, c'est que je pouvais utiliser des briques existantes pour les intégrer en fait dans mes expérimentations, des briques parfaitement testées, etc. Et puis, une fois que le modèle était entraîné, je pouvais déployer en endpoint en se basant sur ce modèle entraîné. Et puis, par exemple, je suis allé chercher sur le site Amazon. Donc là, je reviens à la présentation. Sur le site d'Amazon, je suis allé chercher les commentaires en livre qui s'appelle Le Monde sans fin. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats en fait dans les commentaires et ça me paraissait quand même pas mal euh, comment dire, comme une source d'inspiration pour tester, pour challenger le modèle que j'avais entraîné avec Azure Machine Learning. Et donc là, on peut voir des commentaires. Et là, j'avais enregistré une petite vidéo pour voir donc, quand j'avais testé mon modèle. Et là, on peut voir les commentaires. Donc en vert, donc, j'ai coloré les commentaires qui sont véridiques et en rouge, c'est des commentaires faux. Et là, par exemple, on dit je recommande avec 3 points d'exclamation. Le moteur, il a considéré ça comme négatif. comme pas négatif, comme Ouais, frauduleux. comme faux. Voilà. Ouais. Ouais, fake. Et très bien, il a trouvé ça positif, tiens. Très bien, oui, mais il y avait peut-être. Attendez, je Après, reviens. tu dis très bien, je vois pas pourquoi tu mentirais. Ouais, mais alors, Très mais je bien, recommande ça me plaît. par exemple, je trouve que c'est pas mauvais en fait, parce que je recommande avec 3 plein d'exclamations. Il y a peu de Ouais, détails, il y a juste deux mots. ouais, ça pourrait être ouais, ouais, Ça peut ouais. être fake. Achetez-le, partagez-le. Mais Oui, alors, d'accord. très Ok. bien, très bien. Déjà, il y a pas de majuscule. Donc, très bien, c'était peut-être rapidement généré. Cependant, si on regarde en fait en bas, messe classique de Jean Hugues, mais bien illustré et parsemé d'humour, je recommande avec 2 points d'exclamation. Il a trouvé ça quand même véridique. Alors, je sais pas. Alors, on peut pas dire que c'est forcément c'est vrai ce que le moteur vient de trouver parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir, donc sans aller voir le profil d'utilisateur, aller analyser son parcours. Donc, est-ce qu'il a. Parce que dans ce domaine, en fait, il y a aussi une autre branche qui s'appelle l'analyse des. Comment il s'appelait déjà? C'est la théorie des graphes. Et il y a beaucoup de chercheurs dans notre laboratoire qui se basaient sur la théorie de graphes pour analyser la propagation des commentaires. Et pour eux, c'est surtout la façon dont les commentaires se propageaient qui représentait en fait cet aspect fake. Et aller analyser en fait, c'est construire un graphe à partir de chaque utilisateur et de voir combien il a posté, sur quel site, sur quel. Si, ce site, c'est toujours le même, mais sur quelle publication, etc. Et ça, c'est aussi une autre approche intéressante. Mais comme J'ai une moi, remarque aussi. comment? Est-ce que on pourrait considérer les commentaires balancés dans le temps? Par exemple, si en une journée, j'ai 40 commentaires et après j'en ai plus, la première journée, ça me paraît bizarre parce que c'est comme si j'ai demandé à tous mes copains, tu peux me mettre un commentaire facile et ils le font dans les 2-3 jours. Et après, il n'y a plus Ouais. rien. C'est ça, ouais. Et exactement, c'est ça. Et ça, c'est le sujet en fait de notre équipe qui fait l'analyse surtout de la théorie de graphes. Parce que cet aspect, cette temporalité dans les commentaires, on peut analyser avec les graphes. En fait, on construit les graphes et on regarde en fait comment ils se propagent. Et là, on n'analyse pas vraiment le texte, on analyse surtout d'autres métadonnées des commentaires. Mais voilà, c'est justement, comme je l'ai dit, en fait, on est dans le domaine de recherche. On essaie juste de trouver en fait
une problématique, on la traite de notre façon et puis on essaie de contribuer sous forme des papiers scientifiques qui ont publié dans des journaux ou dans des conférences, dans les revues de conférences. Et c'est comme ça que ça permet aussi aux d'autres chercheurs de voir. Et finalement, si par exemple on arrive à avoir des résultats plutôt stables, ceci est satisfaisant, bah, on pourra aller commercialiser, etc. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Et du coup, dans notre approche, c'était surtout de voir, en se basant purement sur le texte, est-ce qu'on arrive à extraire, est-ce qu'il existe déjà ces caractéristiques? Il se peut que ça n'existe pas, alors que, mais pour moi, nettement, on voyait qu'il y a certains patterns, en fait, surtout quand j'essaie de colorer les commentaires, je voyais qu'il y a un pattern, c'est juste qu'on n'arrive pas à le verbaliser, on n'arrive pas à l'exprimer sous forme du code. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, on essaie quand même voilà, de codifier ce pattern de mensonge, voilà, d'exagération au moins. Parce que au moins, cet aspect exagération, je pense que j'ai réussi quand même à le capter et l'extraire. Et même si je n'arrive pas, par exemple, à construire un moteur parfait qui saura détecter le mensonge, je pourrais peut-être construire un moteur qui saura détecter voilà, ce niveau d'exagération dans le commentaire et qui peut être déjà assez pratique. Voilà, voilà. Et c'est plutôt c'est plutôt ça que je voulais vous montrer. Donc, comme le résultat de ma recherche, comment j'utilisais les services Azure, surtout Azure Machine Learning pour toute la partie infrastructure, création des clusters d'entraînement, et puis certains services cognitifs qui m'ont été assez utiles pour l'analyse des commentaires. Intéressant. Et comment tu penses qu'on pourrait améliorer ça? Il y a des pistes, parce que le problème, c'est de savoir le résultat, s'il est crédible ou pas. Donc, il y aurait moyen d'obtenir des... Je ne sais pas s'il y a des recherches là-dessus, enfin, ou du moins des recherches, des travaux qui permettent de Alors, construire des bases de données plus avancées, parce que tu parlais notamment d'autres domaines, que ce soit dans l'imagerie, dans la gestion du texte, etc. Bah là, on a sur Internet des millions, voire plus de données disponibles, quoi. Mais évidemment, dans ce domaine-là, savoir si quelqu'un... Et même la sous-question derrière ça, c'est comment peut-on savoir... Qu'est-ce que c'est qu'un mensonge? Tu vois? Parce que mettre rouge, vert, c'est juste dire c'est faux ou c'est vrai. Mais si c'est vrai, par exemple, la personne l'a lu, mais a exagéré son discours en disant je ne suis pas d'accord, tu vois, je ne sais pas s'il y a vraiment cet aspect vert-rouge directement. Bleu. Déjà, Bleu, pour ouais. un peu comment dire, évaluer l'approche, déjà, en fait, il existe des benchmarks, comme j'ai dit, en fait, le Odd Deceptive Opinion Spam, le premier dont j'avais parlé. Donc, j'avais testé mon approche aussi sur ça. Et sur ce benchmark-là, j'avais 75% de réussite. Donc, on peut dire que par rapport aux autres approches, donc c'est peut-être pas à la hauteur parce que le meilleur, il y avait 93%, mais cependant, parce que j'avais récupéré, il y a aussi d'autres chercheurs qui ont construit d'autres corpus, mais avec d'autres domaines. Et alors que là, le résultat, il est plutôt autour de 75 et 60%. Alors que si on compare avec d'autres approches, donc c'est plutôt, ça a tombé en fait assez vite, en fait, de 93 à 50, 52%, etc. Donc, Ouais. du coup, c'est surtout déjà de voir est-ce que si on change de domaine, est-ce qu'on arrive à construire le modèle plutôt universel en fonction du domaine? Mais tu as raison, en fait, de savoir si il exagère, il exagère ou voilà, c'est vrai ce qu'il a dit, mais il exagère un peu. Donc pour l'instant, je ne vois pas de moyen, en fait, comment dire, de prendre ça en considération. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'avais aussi, tout au début, testé une autre approche qui utilisait le topic, comme je l'ai dit, en fait, analyser l'ensemble des commentaires au lieu d'entraîner le moteur et puis analyser les commentaires un par un. C'est d'aller Mhm. analyser l'ensemble des commentaires et puis essayer d'extraire, en fait, à partir de ce commentaire-là, peut-être une petite partie qui paraît un peu faux, une fausse. Par exemple, imaginons qu'on a un nouvel iPhone qui vient de sortir et tout le monde qui dit j'adore, voilà, mais tout était vrai. Et il y a une petite partie qui dit je teste, c'est c'est le pire de tout, Ouais. etc. Et là, par contre, ça peut paraître, en fait, on peut pas dire, voilà, donc on est plutôt dans, on peut pas donner à l'IA trop de puissance en disant, voilà, essaie, détecte en fait tout ce qui est mensonge, etc. On est plutôt dans cet aspect conseil Ouais, c'est que ça. l'IA, il va dire, en fait, il va analyser, il va dire, en se basant sur l'ensemble des commentaires, ces commentaires est très différent des autres parce qu'il est hyper négatif par rapport aux autres qui sont très positifs. Et en plus, il y a aussi cet aspect exagération.
Et en plus, il y a le style qui ressemble au style d'autres internautes qui ont rédigé, et on sait qu'ils ont rédigé des faux commentaires sur d'autres sites, etc. Voilà, c'est surtout de te donner, en fait, les plans d'aspect pour aider à l'homme de prendre une décision finale. Parce que finalement, c'est Le l'homme qui va prendre une modérateur, quoi. décision. Ouais, c'est ça, exactement. Un outil pour un Ouais, modérateur, parce que c'est C'est ça, compliqué. Puis après, exactement. Ouais. ouais, c'est ça, c'est formidable. Je pense qu'Amazon travaille aussi là-dessus. De toute façon, on le voit quand vous postez des commentaires. Moi, j'en poste assez souvent parce que on est souvent trompé sur Amazon. Faut pas se leurrer, hein. Les produits, les vendeurs nous trompent. Attention, pas Amazon, hein. Et puis parfois où vous dites un truc négatif et le vendeur de Chine il vous recontacte. Bon, écoutez, on vous l'offre, mais par contre, vous retirez, vous mettez un beau commentaire. Ça m'arrive tout le temps. Et non, mais c'est vrai. Ou alors ouais. j'ai acheté un frigo chez Darty, j'ai dit écoutez, c'est trompeur parce que j'ai que 2 étagères pour l'intérieur. Franchement, c'est pas beaucoup de 2 étagères dans le frigo. Bah, ils ont retiré le commentaire. Bah, je Ouais. dis, enfin, c'est pas aider la communauté non plus, quoi. Mais, mais C'est enfin, vrai c'est qu'avoir dur des les outils, commentaires, quoi. Est-ce que un outil comme ça pourrait être très intéressant effectivement sur tous ces sites-là où il y a énormément de commentaires. Mais comme tu dis, peut-être pas pour les classer en disant oui, non, mais donner un niveau, quoi, un niveau de Ouais, c'est crédibilité. ça, exactement. Ouais. Et ça pourrait être pas mal, ouais. Voilà, c'est pour voilà. Mais ça qu'il y a Trustpilot, hein. Comment? ouais, Tu as des outils qui existent qui s'appellent comme Trustpilot qui permettent de pouvoir faire des commentaires avec des personnes qui sont authentifiées, qui ont un compte sur leur plateforme et qui permet ainsi d'avoir Ouais, une véracité sur les commentaires qui sont établis. Ouais, 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 c'est ça. ouais. Mais c'est encore après il un y a autre aussi, aspect parce que là, tu les payes, quoi. Je reviens sur Amazon, tu regardes aussi l'évaluation. Lui, on va dire, cette personne-là, elle a donné autant de commentaires. Alors, si elle en donne trop, c'est bizarre. Si tu vois qu'il y a une personne, putain, c'est son métier, quoi, de mettre des commentaires sur les produits, parce qu'elle en met des millions, quoi. Mais c'est Ouais. donc là, déjà, tu as un doute. Bah, si tu vois qu'une personne a mis 400, c'est déjà beaucoup, mais allez, cinquantaine de commentaires sur différents produits, tu peux cliquer sur la personne et voir, attends, c'est quoi ces commentaires qu'elle a mis? Mm. Ça peut donner des signes aussi, mais ça, même une IA ne pourrait pas aller checker les comptes des gens, et puis c'est difficile, quoi. Bah Non, justement, non. c'est ça aussi le Le but. modérateur, oui. C'est ça aussi le but en fait comme j'ai dit en fait, il y a dans notre laboratoire, il y a aussi notre équipe qui travaille sur la théorie des graphes. Et il essaie de Ouais. construire les graphes pour chaque utilisateur en se basant sur le Ouais. nombre de publications, sur le nombre de likes et le nombre aussi de retweets. Bah, là, parce que c'était plutôt pour des placements de type Twitter, en fait, là où tu veux repartager le contenu des autres et surtout de voir comment l'internaute il repartage le contenu au lieu de rédiger lui-même en fait tel ou tel contenu. Et ça aussi, ça va impacter son taux de crédibilité, etc. Voilà. Ben, Amazon, en pensant comme ça, je me dis, je sais pas s'ils le font, mais je trouverais ça logique, par exemple, qu'ils mettent une sorte de, alors on va dire, de pastille de crédibilité ou je sais pas comment, par Ouais, rapport à quelqu'un qui a réellement acheté le produit. Parce que là, tu mets un commentaire, bah, ils connaissent l'adresse mail ou ils connaissent C'est la marqué. personne qui met le commentaire. C'est marqué, tu as achat vérifié. Ah, cet aspect-là, c'est pour dire que Parce la que tu personne peux a mettre un. vraiment acheté. Ouais, tu sais si le gars, il a acheté ou pas. Mais ça C'est veut ça. rien dire. Comme je te dis, moi, j'ai déjà acheté Oui. des petits trucs et en fait, je l'ai acheté. Mais comme j'ai été remboursé parce que j'avais mis un avis négatif, le vendeur, il m'a dit: «Je vous rembourse» et du coup, Il n'a mon pas avis dit est bien, resté je te achat reconnais là. vérifié et Je il est te passé reconnais. positif. Ah, moi, tu me Non, donnes c'est du fric, intéressant. je te dis que tu es super, Ouais, hein. ouais, non, mais c'est ça, j'ai bien compris, ouais, j'ai bien compris. Va falloir tenir compte de ça dans ton prochain algorithme aussi. Eh, Ah bah Savoir est-ce que les voilà. Microsoft, gens étaient payés ou pas. Microsoft, c'est une super entreprise. Moi, j'adore, quoi. Mais Il peut aller vraiment, plus non, je loin suis encore, hein. sincère. Je suis sincère, vraiment. Amazing, awesome, On peut encore aller plus beautiful, loin quoi. quand vous utilisez certaines applications, ils vous demandent il vous met un petit pop-up à un moment sur les smartphones ou autres, il vous dit: «Est-ce que vous appréciez l'application?» Si vous Mhm. mettez non, il vous renvoie vers un formulaire pour dire pourquoi. Si vous mettez oui, il vous renvoie directement vers le store pour mettre un commentaire à cet endroit-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est ça aussi le but de la recherche, c'est pas garanti qu'on va trouver un moyen de détecter le mensonge, mais il se peut qu'il y a certains aspects qu'on a retrouvés qui peuvent donner une naissance aux autres algorithmes. Par exemple, je sais pas si par exemple on a trouvé un seul aspect de cette recherche que je trouvais par exemple particulièrement intéressant, je peux élaborer et puis partir tout à fait dans un autre domaine. Voilà, je sais pas, donc c'est aussi ça, cet aspect de la recherche que je trouve passionnant. Mhm. Tu pars un peu dans tous les sens, donc tu testes et tu trouves quelque chose vraiment par hasard, et là tu commences à creuser et tu vas plus loin en fait, etc. C'est ça qui est fascinant.
dans ce sinon, tu domaine. peux aller loin. Ça peut parfois aller trop loin. Puis, putain, je cherchais sur quoi déjà? Mais tu restes quand même sur le domaine. En fait, c'est aussi le domaine de ton expertise. Donc, si tu peux pas partir trop loin, en fait, dans le domaine que tu maîtrises pas. Donc, c'est logique que tu resteras toujours dans le même domaine, mais tu pourras trouver des aspects qui ne sont pas directement liés au sujet initial de ta recherche. Donc, parce que là, au début, en fait, je voulais analyser les fake news. Et puis, je me suis dit, c'est mort, en fait, c'est hyper difficile. Et là, je trouvais un seul aspect que je trouvais assez intéressant, donc c'est Deception Opinion Spam. Et voilà, et là, je commençais à creuser plutôt ce domaine-là. Voilà. Toi, l'objectif ici de ton travail, de ce que tu as fait, c'est plutôt de sortir un document, donc un rapport de thèse, Ouais. qui va expliquer un petit peu tout ce processus-là. Mais il n'y a pas d'aspect où ça existe déjà, un aspect pratique. C'est-à-dire, imaginons demain, quelqu'un dise, tiens, moi je voudrais mettre ça dans mon site web. Est-ce qu'il y aurait déjà moyen, avec ce que tu as fait, d'accéder à des API, ou bien est-ce que bientôt c'est possible d'accéder à des API qui feraient ce genre de choses ou pas? Alors, je réfléchis déjà, je pourrais publier de l'API parce que comme l'API, il existe, mais il est en privé chez moi. Mais je pourrais le publier, justement, c'est ça l'intérêt aussi, parce que même si je suis chercheur, mais je suis ingénieur aussi, donc là, j'ai toujours envie de tester et de mettre ça en public. Donc, une fois que je passe ma soutenance, je publie sur Internet, en fait. Voilà. Ok, Mais, donc on pourrait bientôt avoir un service pour faire ça. Ouais, ouais, justement, c'est ça l'intérêt. Et pour moi, c'est aussi ça l'intérêt, c'est de mettre ça en pratique. Parce que tout en étant un ingénieur qui travaille sur des sujets clients, je me suis dit, il peut y avoir des choses intéressantes. Mais aussi, le but de la recherche, c'est surtout de proposer des nouvelles technologies d'extraction des caractéristiques à partir de texte. Parce que c'est ça, principalement, c'est ça mon domaine de recherche. C'est comment est-ce qu'on vectorise le texte. Et il existe plein de façons différentes. Et là, je propose une nouvelle façon. Alors, si ça marche ou pas, donc c'est une autre question, mais une autre façon que j'ai essayé de justifier scientifiquement en se basant sur d'autres évidences. Et voilà, c'est surtout la vraie valeur ajoutée de la recherche, c'est surtout cette méthodologie de convertir le texte en vecteur pour pouvoir après le passer au classificateur, etc. Voilà. Cool. Très intéressant en tout cas. Donc, ouais. Il y a encore certainement des sujets de discussion là-dessus. Le jour où tu l'auras publié aussi, ça peut être pas mal. Préviens-nous, comme ça on pourra aller jeter un œil. J'ai déjà publié 3 articles scientifiques et je peux vous envoyer le lien. Non, tout à fait. Ouais. J'en ai publié 3, donc je peux. Ouais. Je rajouterai ça dans les notes de l'émission pour ceux qui sont intéressés et qui veulent aller plus en détail. Mais je trouve ça très, très intéressant. Super. Je ne sais pas si Christophe, Adrien ou d'autres, je regarde dans le chat s'il y a des commentaires. Voir s'il y a des autres remarques, des autres questions. Je me disais que c'est super dur ce que tu fais. En fait, je réfléchissais, je dis mais putain, là Denis va dire mettez un super commentaire en dessous de la vidéo qu'on apprécie le like et tout ça. Mais déjà, on est en train de leur dire de mentir. Parce que... Non, ils doivent regarder la vidéo d'abord. Et on va les vérifier s'ils ont bien regardé la vidéo jusqu'au bout pour pouvoir mettre un commentaire après. C'est terrible. Ok, on arrive ainsi tout doucement à la fin de cet épisode. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clôturer là. On va mettre les notes de l'émission, les notes que tu vas m'envoyer dans le bas en dessous de la vidéo, en dessous des notes de l'émission. Ouais. Et on mettra les contacts, ton contact aussi en général, c'est ce que je fais, soit un lien Twitter, LinkedIn, peu importe, si jamais quelqu'un veut aller un peu plus loin dans ce sujet. Ça marche. Un grand merci à toi en tout cas. Sujet très, je l'ai déjà dit, sujet très intéressant, mais je me répète. On se retrouve d'ici quelques jours pour un nouvel épisode et on continuera ainsi à discuter. On arrive tout doucement à l'épisode numéro 100. Je ne suis pas certain si on fera quelque chose de particulier, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Envoyez-nous vos infos et on regardera ce qu'on peut faire. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. Merci à vous. Au revoir, merci à vous pour l'invitation. Salut.